Je n'ai pas de titre de séjour, je suis mère célibataire. Je n'arrive pas d'imaginer ça. La femme que vous venez de voir a travaillé pendant plus de 7 ans pour les Nations Unies. Nous l'appellerons Zoé. Elle enchaînait les contrats temporaires, une pratique répandue à l'ONU. Elle a 2 masters, elle parle plusieurs langues, elle a même appris le français et pourtant, ça n'a pas suffi à la protéger de la vague de licenciements qui touche actuellement la Genève internationale. C'est difficile, hein. C'est difficile de quitter et à la même fois, c'est difficile de rester aussi. Jusqu'à 7000 emplois pourraient disparaître selon des sources internes. Cela en ferait l'une des vagues de licenciements les plus importantes du canton de Genève. La raison ? Les coupes budgétaires décidées par Donald Trump en début d'année. Mais il n'y a pas que lui, certains pays européens ont aussi réduit leur contribution à l'ONU. Du coup, voilà à quoi ressemblent en ce moment les couloirs du Palais des Nations, le cœur de l'ONU à Genève. Certains employés doivent partir quasiment du jour au lendemain. Au cœur de la panique, le statut si particulier des fonctionnaires internationaux à Genève. On n'a pas de titre de séjour normaux. On a ce qu'on appelle une carte de légitimation qui ressemble un peu à ça. Si on n'a plus de contrat, qu'est-ce qui se passe ? On accorde ce qu'on appelle le délai de courtoisie de 2 mois. Et après, il faudra quitter la Suisse. J'ai parlé à énormément d'employés. Les plus inquiets sont les expatriés qui viennent de pays non européens. Exemple avec Armorel, son poste vient d'être supprimé. Because of Brexit, it could also be the end of my life in Switzerland because I lost my European passport. So I'm classified as a third country citizen, even though I've lived here for 24 years, which is half of my life. And I'm definitely experiencing symptoms of grief at the moment for my dreams, for the security that I had, for the place I've committed 21 years of my life to, and I need to save money as well. Because UN employees aren't eligible for any Swiss unemployment benefits. Le canton de Genève a réagi avec une aide d'environ 60 millions de francs. Le Conseil fédéral a lui mis 270 millions sur la table pour endiguer cette hémorragie d'emploi. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et le reportage complet est à suivre sur Mise au point. Bonjour les amis, ici Sandra, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Comme annoncé dans mon short fait il y a environ 2 jours, je vous viens aujourd'hui avec un sujet extrêmement intéressant dans le contexte géopolitique mondial actuel. Voilà, le monde multipolaire dans lequel nous entrons. Spécialement, je viens vous parler de la question du délitement de l'influence des États-Unis dans le monde de manière générale, mais aussi dans la Genève internationale. Le reportage que vous venez de voir traduit la détresse, voilà, des certains ex-travailleurs des Nations Unies. L'hémorragie est telle qu'au mois de mai de cette année, voilà, des fonctionnaires onusiens ont carrément marché dans la Genève internationale à la suite de cette situation. Je vais vous laisser suivre cet autre petit reportage avant de revenir pour un petit commentaire. Je vais notamment aborder la question de la vraie raison de cette situation au-delà de ce qu'on entend au sein des médias mainstream. Suivez le reportage, à tout de suite. Elle a fait la réputation de la Suisse dans le monde. La Genève internationale tremble sur ses bases. Des centaines de fonctionnaires internationaux ont manifesté tout à l'heure sur la place des Nations. Ils dénoncent les licenciements et les restructurations qui touchent l'ONU, les organisations internationales, mais aussi de nombreuses ONG. Anouk Pernet, Gianluca Agosta. Ils étaient plusieurs centaines réunis sur leur pause de midi à la place des Nations. Un rassemblement inédit pour ces travailleurs de différentes agences des Nations Unies. Avec les coupes budgétaires américaines, le spectre de milliers de licenciements plane sur la Genève internationale. Anne travaillait jusqu'à peu au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Récemment, son contrat n'a pas été renouvelé. Jusqu'à le dernier moment, mes supervisors, ils ont vraiment essayé de me garder, mais il n'y avait pas de budget, quoi. Sinon, je suis assez sûre que je serai encore là. Certains ont déjà perdu leur emploi, d'autres ne savent pas combien de temps ils pourront le garder. L'ensemble des agences onusiennes sont concernées. À l'Organisation mondiale de la santé, l'incertitude est pesante. Nous venons tous les matins et on apprend qu'un ou une collègue
qui était là hier a reçu pour d'aucuns une notification que leur contrat ne sera pas renouvelé. Des coupures de postes qui vont tomber, mais aussi la crainte pour les travailleurs humanitaires de ne plus pouvoir assurer leur mission. On est très inquiets par rapport au programme qu'on met en œuvre jusqu'à présent et les risques qu'on court à ne plus pouvoir donner ces programmes dans tous les pays où on s'occupe, en particulier pour le HCR, des populations réfugiées. Avec des réductions de personnel de 30% à travers le monde, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés voit cette manifestation comme un cri d'alerte. On se dit peut-être qu'en en parlant, peut-être qu'en étant entendu par la communauté, on peut faire en sorte peut-être que plus de donateurs assurent un financement régulier de nos opérations. Pour l'heure, on ne sait pas combien de postes seront supprimés à Genève, mais ça ne saurait tarder. Dans le courant du mois de mai, plusieurs agences vont communiquer à leurs travailleurs si leurs postes sont maintenus ou pas. Et voilà les amis, nous sommes là face à une situation inédite, complètement inédite, qu'on n'a jamais vue depuis la création des Nations Unies en 1945. Ce qui nous pousse à poser la question de savoir quelle est la raison de cette situation. Voilà. Et contrairement à ce que racontent beaucoup de médias français ou même américains, ce n'est pas une décision prise par Donald Trump, voilà, de lui-même, de sa propre initiative. Vous avez entendu, dans le tout premier reportage, le journaliste suisse expliquer qu'il n'y a pas que Donald Trump. En fait, il y a aussi plusieurs pays européens qui ont pris les mêmes mesures, voilà, avec des coupes budgétaires, voilà, pour les Nations Unies. Et donc, aux États-Unis, on peut dire que, voilà, l'État profond a juste utilisé Donald Trump, voilà, pour faire passer la mesure. Alors que dans d'autres pays européens où il n'y a pas, voilà, des membres des partis de droite au pouvoir, il y a eu les mêmes décisions qui ont été prises, voilà, des coupes budgétaires pour les Nations Unies. Et donc la question, finalement, on revient à savoir quelle est la raison, parce que on vient de voir ici, ce n'est pas, voilà, la théorie d'America First de Donald Trump qui est à la base de cela. C'est une politique quasiment globale au sein des pays occidentaux. Et donc, il se pose ici la question de savoir pourquoi les pays occidentaux sont en train de délaisser ce système onusien qui a, durant toutes ces années, servi essentiellement leurs intérêts. Voilà, Frantz Fanon, par exemple, l'avait dit dans ce livre-là, où il avait critiqué le fait que le gouvernement congolais des années 60 ait accepté l'intervention des forces et des Nations Unies qui, en réalité, sont la carte juridique des impérialistes lorsque la carte de la force a échoué et que l'objectif de ces organisations avait été, voilà, de porter un coup au gouvernement de Patrice Emery Lumumba. Et ça, c'est une réalité que beaucoup de gens honnêtes vous diront aujourd'hui. Les Nations Unies ont servi de soft power, voilà, aux pays occidentaux depuis la fin de la guerre de 40-45 pour exécuter leurs différentes politiques, voilà, sous couvert de la légalité. Cette instrumentalisation des Nations Unies va s'accentuer à la fin de la guerre froide, voilà, avec l'Union soviétique qui s'était écroulée, et les États-Unis qui étaient devenus la puissance planétaire avec voilà, leurs vassaux des pays européens. Et donc, les Nations Unies vont servir essentiellement les intérêts américains, contrairement à ce que, voilà, les États-Unis veulent faire croire au monde, à savoir qu'ils contribuent comme s'ils faisaient une faveur à l'humanité en contribuant pour les Nations Unies. Ils ont contribué durant des décennies parce que les Nations Unies servaient leurs intérêts. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a le retour de la Russie sur la scène internationale de manière foudroyante, voilà, qui porte désormais les flambeaux sur le plan militaire. Il y a d'un autre côté la Chine qui porte le flambeau sur le plan économique. Les États-Unis se retrouvent au banc de touche. Eux se rendent compte que le soft power ne met pas du pain sur la table. Parce qu'en réalité, les États-Unis se rendent compte qu'au moment où eux s'est concentré, voilà, sur la bureaucratie, voilà, utilisant les soft power pour question d'influence. La Chine s'industrialisait plus que jamais. La Chine crée de la richesse. C'est la Chine qui fait rentrer de l'argent. La Chine a beaucoup plus d'argent aujourd'hui parce que la Chine se concentre sur les business. Voilà, le commerce, c'est ce qui fait rentrer de l'argent. Alors que d'un autre côté, on a les pays occidentaux qui se sont désindustrialisés, voilà, se concentrant sur ce soft power, voilà, au service parfois de leur hard power
pour porter atteinte à différents pays, mais tout cela ne crée pas d'argent. Et c'est ça la réalité, c'est que le monde occidental aujourd'hui est asphyxié économiquement et c'est cela la raison de ces coupes budgétaires. Et donc, les États-Unis aujourd'hui, les Occidentaux se trouvent face à une réalité telle que, voilà, les ressources, voilà, dites même naturelles qu'on peut avoir si on est désindustrialisé ne serviront à rien. Ces pays se sont fait dévancer par la Chine, il faut essayer de rattraper ce retard, voilà, en commençant déjà par s'industrialiser, se réindustrialiser, et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Par conséquent, voilà, pour les États-Unis et le monde occidental de manière générale, il faut réduire les dépenses qui ne rapportent pas d'argent. Voilà, tout simplement, c'est ça la réalité. Et essayer de rattraper la Chine, mettre de côté ce soft power qui devient finalement plus un fardeau qu'autre chose. Pendant que la Chine, elle, maligne, est en train plutôt de tisser, voilà, des relations business, des relations, des partenariats économiques qui créent de la richesse et qui donc parlent plus, voilà, aux pays dits du Sud qui trouvent que la Chine est un meilleur partenaire parce qu'on veut créer de la richesse, voilà, on veut faire des choses pour les biens de nos populations et c'est pas la lourde bureaucratie des Nations Unies au service des pays occidentaux qui va aider à faire cela. Donc, les pays occidentaux se retrouvent, voilà, dans une situation où le pouvoir, comme je le disais dans mon short fait il y a 2 jours, est aujourd'hui vers l'Orient, avec la Russie portant le flambeau planétaire sur le plan militaire et la Chine sur le plan économique. Il est donc impératif pour le bloc occidental d'essayer de rattraper ce retard qui ne se rattrape pas, voilà, en peu de temps. Voilà ce qui sera très très difficile pour eux. Voilà, et donc n'ayant plus vraiment recours, voilà, au soft power, voilà, un système basé sur l'hypocrisie, ils risqueront d'utiliser beaucoup plus leur hard power, voilà. Mais en face, il y a le bloc rival, apporté notamment par la Russie, voilà, qui tisse également de plus en plus des partenariats militaires avec différents pays du Sud global. En réalité, voilà, les élites conscientes des pays du Sud global, portées notamment par la jeunesse, sont en train de basculer vers la Russie carrément. Voilà, l'Occident est en train de payer les prix de sa propre politique, voilà, guerrière, voilà, contre différents peuples du monde. Et j'ai vu le reportage d'une de ces chaînes-là, Africa News, qui est une chaîne dite africaine, mais qui est au service, voilà, de l'impérialisme. Cette chaîne-là, qui disait récemment par rapport à la situation à Pokrovsk, en Ukraine, voilà, que les Africains sont en train de se battre aux côtés de la Russie. Je vais vous laisser aller lire le commentaire, c'est sous cette vidéo-là, où les Africains ont carrément, voilà, massacré la chaîne par rapport à cette sortie-là. Ça montre où, de quel côté se trouvent les Africains, du côté de la Russie. Et donc, c'est cette entrée dans un monde multipolaire irréversible en faveur de la Russie, notamment de la Chine. Voilà, c'est cet élément-là qui explique ces coupes budgétaires de la part des pays occidentaux. Nous sommes dans une multipolarité que personne ne pourra arrêter. Et d'ailleurs, l'ambassadeur suisse auprès des Nations Unies a reconnu cet élément-là dans ce court extrait que je voulais suivre avant de venir pour la conclusion. Je vais notamment aborder la question de savoir s'il faut, voilà, à cette époque-ci, s'orienter vers une carrière à l'international. Je vous laisse suivre l'extrait. À tout de suite. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Jörg Glauber, vous êtes le représentant permanent de la Suisse auprès de l'ONU à Genève. Vous êtes également, en 2025, le président du Conseil des droits de l'homme. Vous connaissez très très bien la diplomatie internationale. Vous étiez à New York avant ça. Vous êtes inquiet ce soir pour le statut de Genève ? Je comprends l'inquiétude auprès des employés qui s'est exprimée aujourd'hui. En même temps, l'importance de la Genève internationale est connue autour du monde. On ne peut pas l'exagérer. Genève, c'est quand même la ville de la paix, le lieu de naissance du CICR, du mouvement de la Croix-Rouge, la capitale de l'humanitaire, des droits de l'homme, de la santé publique et d'autres encore. C'est connu. C'est un instrument magnifique pour la politique étrangère de la Suisse. C'est un facteur important économique à Genève et à la Suisse. Pourtant, on lisait dans le temps ce matin, les rivaux sont là, Bonn en Allemagne, Nairobi, Vienne. Ce sont des concurrents dangereux. C'est juste, on ne peut jamais les sous-estimer. En même temps, il y a des atouts pour Genève aussi. Cet écosystème absolument extraordinaire avec toutes ces organisations qui traitent tellement tant de sujets. Les acteurs, les États, les universités, aussi le secteur privé. Ça, c'est assez unique à Genève. On est trop cher, il faut le dire.
On est cher, mais on est efficace. Ça vaut la peine, ça vaut le prix ici. Il faut veiller à ça aussi. Alors, est-ce que la Suisse doit revoir un peu ses alliances? Parce que longtemps, c'était les États-Unis gros contributeurs, les Occidentaux ensemble pour sauver l'ONU. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Chine? C'est d'autres pays? Comment on fait? Les Nations Unies, c'est universel. Il y a tous les pays dedans. Les alliances, les forces, ça change. C'est vrai peut-être dans l'avenir, si vous regardez ce qui se passe dans le monde, il y a d'autres pays, d'autres pouvoirs qui montent. Il faut les impliquer, il faut les engager dans ces Nations Unies pour qu'on puisse continuer. Mais dans les faits, on ne peut plus vraiment compter sur les États-Unis. Aujourd'hui, ils se sont distancés un peu de ce système, mais on verra, c'est peut-être pas pour toujours, parce que même les grands pays doivent reconnaître qu'ils ne peuvent pas aller tout seuls, qu'il faut, pour faire face aux gros défis du monde, qu'il faut faire des alliances. Et voilà les amis, tout est dit, tout est clair. La Suisse est tellement consciente, voilà, de cette réalité sur la scène géopolitique mondiale qu'elle vient de prendre une décision salutaire pour elle, pour son économie, voilà, plutôt que de suivre, voilà, le mouvement de l'Union européenne qui avait étendu les sanctions contre la Russie dans le cadre de la situation en Ukraine à 2 banques chinoises. Il y a environ 2 mois, voilà, bientôt 3 mois, l'Union européenne avait donc estimé que 2 banques chinoises aidaient Moscou à contourner ces sanctions. Elle a donc décidé de sanctionner également ces banques. Elle s'attendait à ce que la Suisse suive la même voie. Voilà, la Suisse où les politiciens sont divisés sur la question de l'Union européenne, alors que le peuple, dans sa grande majorité, est contre l'adhésion à l'Union européenne. Et donc, la Suisse, il y a 3 jours environ, le Conseil fédéral a décidé de ne pas suivre l'Union européenne en refusant de sanctionner les banques chinoises. La Suisse, qui, je le rappelle, jusque-là, s'était quelque peu écartée de sa neutralité en suivant l'Union européenne dans ses sanctions contre Moscou. Elle a refusé, voilà, de suivre l'Union européenne dans les sanctions contre les banques chinoises, car comprenons que dans le monde d'aujourd'hui, la Chine est incontournable économiquement. Déjà parce que c'est aujourd'hui l'usine du monde. La plupart des machines aujourd'hui sont fabriquées en Chine, mais aussi parce que la Chine est un grand consommateur des produits venant de la Suisse. Et cela contrairement à la Russie. Donc la vérité, c'est que tout simplement, pour la Suisse, il n'y avait pas de grands enjeux économiques à sanctionner Moscou. Voilà ce qui n'est pas le cas avec Pékin. Voilà. On revient là au nœud de la guerre, l'économie, l'argent. La Suisse a pris là une décision responsable en tant qu'État, en privilégiant ses intérêts en tant que nation, plutôt que de suivre les intérêts d'une organisation dite européenne qui veut la conduire vers le gouffre. C'est ça un État responsable qui va privilégier ses intérêts et les intérêts de son peuple avant n'importe quels autres intérêts, et pas que, voilà, dans la bouche, mais à travers les faits, en s'écartant des politiques, voilà, et même de l'adhésion à des organisations qui ne vont pas dans le sens de ses intérêts. Bravo à la Suisse sur ce coup-là. Voilà. Et donc, en conclusion, on peut dire que les systèmes, voilà, mafieux qui avaient été mis en place de pillage par l'Empire américain est en train de s'effondrer, de s'écrouler. Cela est irréversible, même si l'État profond essaie de tout faire pour le maintenir, pour essayer de sauver la face. Mais ça ne tient plus. On le voit notamment en Ukraine. Ça ne tient plus. Les nations responsables dans le sud global, voilà, diversifient donc leurs partenariats, car le monde unipolaire est décédé à tout jamais. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, nous sommes dans une nouvelle réalité. Le pouvoir, les amis, est en Orient. Voilà. Et donc maintenant, ayant parlé, abordé la question au niveau global sur la question géopolitique, je vais parler au niveau individuel. Voilà, au niveau des personnes, au niveau des carrières. Est-ce qu'il est prudent aujourd'hui, en tant qu'individu, de s'orienter vers une carrière à l'international? Alors ici, il faut distinguer certaines choses. Parlons par exemple des fonctionnaires onusiens qu'on a vus dans le reportage au tout début de la vidéo. Ces fonctionnaires-là, eux n'avaient pas le choix parce qu'à la base, ils n'avaient pas le droit de vivre en Suisse.
Et c'est le fait d'avoir trouvé un travail aux Nations Unies, qui sont arrivés comme des expatriés, des fonctionnaires internationaux. C'est ce travail-là qui leur donnait le droit de vivre en Suisse. Voilà, et donc, quand ce travail se termine, eux, ils n'ont pas d'autre choix que de quitter la Suisse, à moins d'avoir pu trouver un autre moyen de rester en Suisse, comme par exemple en épousant un Suisse ou une Suissesse. Et donc, maintenant, en revanche, pour le cas des personnes qui ont déjà le droit, par exemple, de vivre en Suisse, voilà, qui ont leur droit de vivre en Suisse, indépendamment d'un travail, comme c'est mon cas, là, effectivement, il faut considérer l'instabilité de la carrière actuellement au niveau de la scène internationale. Et, en mon sens, ça ne risque pas vraiment de s'améliorer. Et donc, moi, ce que je peux conseiller, d'ailleurs beaucoup de gens le disent de plus en plus en Suisse, c'est plus le secteur public. En tout cas, c'est les secteurs les plus sûrs en Suisse, plus que même les secteurs privés. Il peut arriver qu'il y ait des entreprises dans le secteur privé qui vont payer plus que le secteur public. Hein, voilà, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Ça dépend en tout cas des entreprises. Mais il faut toujours noter que les entreprises privées licencient beaucoup plus aussi en Suisse que les secteurs publics. À titre d'exemple, récemment, il y a la multinationale suisse Nestlé qui a décidé de supprimer 16 000 postes à travers le monde, dont beaucoup en Suisse. Voilà. Il est rare d'assister à ce genre de licenciement massif au sein du secteur public. Voilà. Et donc, par hiérarchisation, dans le contexte actuel, le premier secteur, les secteurs publics, les meilleurs, ensuite les secteurs privés, enfin, le secteur international en tout cas. Mais il faut toujours savoir que l'on ne sera jamais à l'abri des surprises. Voilà, la vie est faite des surprises. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la première fois depuis 1945 qu'on assiste, voilà, à une situation inédite comme celle-ci aux Nations Unies avec des tels licenciements massifs. Voilà pourquoi, peu importe le secteur où l'on travaille, il est toujours très important d'épargner, les amis, de garder toujours de l'argent de côté. Vous avez entendu la dame qui parlait, la Britannique, qui expliquait que du fait du Brexit, elle a perdu même son droit de rester en Suisse pour chercher autre chose comme citoyenne européenne. Voilà, du fait de ces Brexit. Mais surtout, elle a dit qu'il lui faut maintenant mettre de l'argent de côté, ce qui sous-entend qu'elle n'a jamais mis de l'argent de côté. Parce qu'en réalité, malgré avoir travaillé pendant plusieurs années, parce qu'en réalité, comme beaucoup de gens qui ont travaillé à l'international, elle avait pensé que c'était une carrière jusqu'à la retraite. On n'est jamais à l'abri d'imprévu. La vie est faite d'imprévus. Toujours épargner, mettre de l'argent de côté, ça pourrait vous aider à réaliser vos projets, voilà, faire autre chose, voilà, en cas de situation imprévue. Ça, c'est très important, voilà. Et comme on parle de la Chine, partenariat économique, voilà, business, le dimanche prochain, maintenant, je vais parler de ma province du Sankuru, République démocratique du Congo. Voilà, 3e vidéo sur la question, partenariat avec la Chine pour désenclaver la province, voilà, de Patrice Emery Lumumba. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un coucou à tous les Sankurois partout où ils se trouvent. Un tout petit peu quand même en Otetela, parce qu'il y en a qui disent que je ne parlais pas l'Otetela, ma langue maternelle. Ana lo Sankuru che, ana lengo che, moyo anyu, aole che watane manyu. Dimi Sandra mala Suisse, mala Genève. Hello, dimone, ama Sandra mala Suisse, mala Genève, l'agno tome moyo fula. Dimi, ona ki apale opola hoka, ona ki wechi onganga, oselu befu, l'agno tome moyo fula. Et voilà les amis, moi 100%, comment je vais pas parler l'OTT là? Peut-être l'accent, il y en a qui vont peut-être dire que j'ai pas l'accent parce qu'en OTT là, on ne nasalise pas. Mais j'ai quand même l'accent, un petit accent quand même, je parle, voilà. Très bien l'OTT là, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain. Je ferai peut-être des shorts dans l'intervalle de temps en temps. Ciao!